Merci de me recevoir. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de venir parler de cette question, malgré le fait que ça va mal en Moses, que vous êtes sous attaque et que j'aimerais ça voir avec vous comment est-ce qu'on peut résister à ces attaques. Alors, je ne sais pas comment je change mes slides. Ah, merci. Ça va m'aider. Fait que qui je suis? Bien, Nicolas vous en a parlé. Je suis économiste, je suis politologue, je suis professeur dans une université. Ça fait une quinzaine d'années que je fais de la recherche sur les finances publiques du Québec. J'ai travaillé à l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui s'appelle l'IRIS. Je suis toujours chercheur associé là-bas. Et je m'intéresse aussi aux médias, aux relations publiques. J'ai publié une couple de livres là-dessus. Donc, aujourd'hui, je vais m'intéresser un peu aux deux affaires. À la fois les finances publiques du Québec, comment ça va, puis qu'est-ce qu'on prétend que les syndicats font aux finances publiques. Notamment, on peut prétendre, la CAQ, François Legault, prétendre que les syndicats nuisent aux finances du Québec. On va aller voir ça ensemble si c'est vrai. Mais je vais aussi poser la question de pourquoi le premier ministre trouve ça opportun de vous attaquer, vous, comme organisation syndicale. Pourquoi est-ce que c'est le bon moment pour faire ça, selon lui? Donc, c'est à travers ces questions qu'on va passer aujourd'hui. Rapidement, mon plan est assez simple. C'est quoi les attaques en question? Je ne vais pas aller très longtemps là-dessus. Claire-André Cauchy m'a dit qu'elle serait avec vous après ma présentation pour vous parler plus en détail de ce que ça veut dire. Mais je vais aller sur une question qui m'intéresse davantage. C'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les raisons qu'on donne pour justifier ces attaques-là sont bien réelles et fondées sur des faits? Puis ensuite, je vais poser la question tort-vice. Pourquoi? Pourquoi est-ce que François Legault fait ça? Pourquoi est-ce qu'il vous attaque en ce moment? Puis je vais essayer de poser quelques pistes de solutions, quelques idées qu'on pourrait avoir. Évidemment, pas moi qui va faire la job de bloquer François Legault tout seul. C'est une question collective. Donc, je vais vous proposer des pistes de solutions. Vous ferez bien ce que vous voulez avec ces propositions-là ensuite. Donc, quelles sont les attaques? Bien, vous les connaissez, hein? Je ne vais pas passer des heures là-dessus. D'abord, il y a eu le projet de loi 89 qui est en phase de devenir la loi 14 et d'être appliqué, qui vise plus ou moins la restriction du droit de grève, hein? Où on essaie de limiter la capacité des syndicats à faire grève, notamment dans des services considérés essentiel, je mets essentiel entre guillemets, parce que ce n'est pas selon la loi traditionnelle des services essentiels où on désignait la santé, la police, un ensemble de trucs comme ça en disant ces gens-là ne peuvent pas faire grève de façon normale, on doit limiter leur droit de grève. Là, maintenant, on semble vouloir étendre cette notion à un certain nombre de secteurs. Et enfin, projet de loi 3, qui nous préoccupe peut-être un peu plus aujourd'hui, parce que pas encore en voie d'être mis en place, seulement en discussion à l'Assemblée nationale, c'est celui qui vise à régir à votre place votre démocratie interne. C'est celui qui commence à dire, nous, le gouvernement, on est mieux placé que les syndiqués, on est mieux placé que les travailleurs et les travailleuses pour gérer les syndicats. Bien, on va essayer de voir comment ça marche, ce projet de loi-là. Claire-André va revenir puis va aller dans les détails de cette proposition-là. Mais moi, je vais aller sur les justifications qui l'ont bâti. Parce que, voyez-vous, je pense qu'il y a dans notre société tout un discours contre vous, contre votre organisation syndicale, qui a rendu possible le fait qu'on fasse ces attaques législatives. Je pense que depuis des décennies maintenant, les syndicats, toujours, hein, les syndicats très général, comme s'il n'y avait pas de différence, comme si tout le monde était pareil, mais les syndicats sont une cible d'attaque constante d'un ensemble d'acteurs politiques et d'acteurs économiques et d'acteurs sociaux qui essaient de faire porter aux syndicats pas mal de problèmes au Québec. Et je pense que ce discours rend possible le fait qu'aujourd'hui, on vous attaque puis on essaie de limiter vos droits organisationnels notamment. Ce n'est pas la première fois que François Legault s'attaque aux syndicats. J'ai pris quelques citations, là, je ne voulais pas vous endormir avec plein de citations, là, mais
J'en ai pris quelques-unes, certaines qui datent du début de son mandat, dès 2019. Il est élu quelques mois plus tôt. Il commence déjà à dire son rapport, à nous parler de son rapport au monde syndical. Quand il y a des surplus budgétaires, la première chose qu'il fait, c'est nous dire « Attention, les surplus appartiennent aux syndicats et non, appartiennent pas aux syndicats, ils appartiennent à la population québécoise. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les travailleurs et les travailleuses qui sont syndiqués ne font pas partie de la population québécoise ou ils n'ont pas droit à leur part. Même chose quand il y a un conflit chez ABI. La première chose que le gouvernement dit par la bouche de son premier ministre, c'est de nous dire c'est les syndicats qui doivent faire un effort, qui doivent faire le plus de compromis. Et tout récemment, en 2025, il y a quelques mois à peine, on nous dit que le syndicalisme est un système de pratique dépassé qui nuit aux travailleurs, qui nuit aux citoyens et qui nuit au Québec tout entier. Il ne va pas avec le dos de la cuillère, François Legault, là, il nous dit, voilà, les syndicats, ça nuit au Québec. Puis, tout récemment, la semaine dernière, là, quand il y avait un mauvais sondage, on va revenir à ces mauvais sondages un peu plus tard, il nous disait, bien, il y a des lobbies très puissants qui s'opposent à nos changements. Bien, les lobbies très puissants en question, bien sûr, il y a les médecins d'un côté, mais de l'autre côté, il y a les syndicats qui l'identifient très clairement aussi. Donc, voilà, vous êtes d'un côté puissant, dangereux, mais également nuisible pour le Québec. Le meilleur exemple de ce discours récent, c'est la grève de la STM, qui a été décrit, bien sûr, par le gouvernement de façon négative, on s'y attendait, mais aussi par un ensemble d'acteurs sociaux. Je ne vais pas tous les énumérer, là, j'ai pris 8 exemples ici. Ça va de Jean Boulet, le ministre du Travail, comme je vous dis, on s'y attendait, mais regardez le ton. La grève du personnel d'entretien de la STM prend de nouveau en otage les personnes qui dépendent du transport collectif. Et ça continue. Le Conseil du patronat, on prend en otage les plus démunis. Le chef du Parti québécois, la prise d'otage de la population a assez duré. L'Institut économique de Montréal nous dit qu'on ne peut pas laisser les syndicats prendre en otage les travailleurs. Éric Duhem dit la même chose. Yasmine, la chroniqueuse de Québécois, nous dit la même chose aussi. La mairesse de Montréal nous dit qu'il faut arrêter de prendre en otage cette ville. Mathieu Bock-Côté nous dit que c'est un consentement à la prise d'otage. Vous voyez, tout le monde chante la même chanson. Quand on fait grève, on prend les gens en otage. Évidemment, vous comprenez qu'une prise d'otage, personne dans la vie trouve ça très positif. Personne trouve que c'est quelque chose de très agréable. C'est même un geste passablement violent que de prendre quelqu'un en otage. Et donc, face à un geste violent, qu'est-ce qu'il faut? Des mesures fortes pour assurer la liberté de la population. C'est ça le discours sous-entendu. Et donc, il faut passer des lois pour limiter le droit de grève, comme le fait le gouvernement, parce que sinon, la grève, c'est une prise d'otage. Et ce discours-là, là, je vous donne des citations qui datent d'il y a quelques jours, mais ça fait des années qu'on l'entend. Et vous le savez, vous l'avez vécu si vous avez vous-même été dans une situation de grève, que vous avez eu une couverture médiatique, vous savez que les médias, les chroniqueurs, les politiques sont très, très, très rarement en faveur des travailleurs et des travailleuses en grève. L'attaque se fait donc en 2 étapes. D'abord, elle est idéologique ou culturelle, ou appelez ça comme vous voulez, et ensuite, elle est législative. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il faut avoir pendant des années dit aux gens « les syndicats sont mauvais », pour pouvoir ensuite se permettre de passer les lois qu'on est en train de passer aujourd'hui. Sinon, le monde se poserait la question « mais pourquoi » Pourquoi attaquer? Pourquoi limiter le droit de grève? Pourquoi s'inclure dans la démocratie des syndicats? À quoi ça sert? Il faut qu'ils aient des réponses déjà dans leur tête. Il faut que ça leur semble tout à fait logique quand on attaque les syndicats. Et pour ce faire, il y a toute une construction de l'attaque idéologique. Là, je vous ai mis 3 étapes pour faire ça simple, parce que j'ai 40 minutes, puis on ne va pas faire un cours de 3 heures sur la question. Mais en gros, la façon dont on construit cette attaque-là, c'est d'abord en ayant des scientifiques, des profs d'université comme moi, des chercheurs et chercheuses dans divers milieux, qui disent
dans certaines circonstances, la présence syndicale peut avoir tel effet négatif sur l'entreprise, etc., etc. On reprend ces études très nuancées, mais orientées, très nuancées. On les reprend dans le monde parlementaire, et là, on dit il faut faire quelque chose parce que les syndicats nuisent au PIB. Et ensuite, on s'en va dans les médias, et ce qui était très nuancé au départ devient moins nuancé au Parlement et devient absolument simpliste dans les médias, où on dit, comme l'a dit François Legault, les syndicats nuisent au Québec. Donc, on peut tout à fait, pendant des années, construire ce discours à 3 niveaux. Un niveau scientifique, un niveau parlementaire et un niveau médiatique, chacun ayant plein d'organisations différentes là, qui parlent de tout ça. Je ne vais pas vous faire la liste des chercheurs et chercheuses, la liste des députés qui tiennent ces propos-là, puis ensuite, ce qui se passe dans l'espace médiatique. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin. Vous le voyez en écoutant les nouvelles, vous le voyez en lisant sur Internet ce qui se dit à propos des syndicats. Je vous donne un résumé du discours actuel à propos du syndicalisme. Les syndicats au Québec sont puissants car ils ont plus de membres qu'ailleurs et ils recueillent des sommes importantes de leurs cotisations. Ça, c'est la première affirmation. C'est posé comme un fait absolu, nécessaire. On y reviendra. Deuxièmement, la forte présence syndicale nuit aux entreprises, en particulier à leur productivité et à leur investissement, et donc à la croissance économique du Québec. Troisièmement, l'argent des cotisations syndicales, on y arrive là, à la loi 3, l'argent des cotisations syndicales qui est perçu par les syndicats est géré de façon opaque et utilisé pour atteindre des objectifs qui n'ont rien à voir avec la négociation de contrats de travail. C'est le discours que vous entendez aujourd'hui, qu'on entend partout, pour justifier la loi qui va vous être, souhaitons-le qu'elle ne le soit pas, mais qu'on souhaite vous imposer. Alors, allons voir, répondons à la question, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que ce discours-là est justifié? Et à mon avis, c'est important parce que des fois, oui, des fois, pas souvent, je sais que les métallos ont une adhésion au syndicalisme particulièrement forte, mais il est possible que certains de vos membres aient ce discours-là en tête. Et il est important que vous puissiez leur répondre. Il est important, quand ils viennent vous voir, que vous ayez les arguments pour leur dire « non, ça ne marche pas ». Si tous vos membres ne pensent pas ça, parfait, vous pouvez sortir, il y a du café dehors. Je vais continuer à expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. Mais si vous pensez qu'il y en a une couple qui peuvent adhérer à ce discours-là, c'est peut-être pas fou qu'on aille voir pourquoi tout ça, c'est des menteries. Alors, première question, y a-t-il trop de syndicats au Québec? Évidemment, il y a du monde dans la société qui pense qu'il y a toujours trop de syndicats, il y en aura juste un, que ça va déjà être trop. Mais, pas grave, c'est pas à ceux-là qu'on s'adresse. Est-ce qu'il y a plus de syndicats au Québec que dans le reste du Canada? Est-ce que ces syndicats-là sont plus puissants? Est-ce qu'ils ont des cotisations plus élevées? Toutes ces questions-là sont soulevées. Regardons ce qui se passe. Premièrement, peut-être à votre surprise et votre ébahissement, le Québec n'est pas la province avec le taux de syndicalisation le plus élevé au Canada. Ce prix revient à Terre-Neuve, qui a 1 % de syndicalisation de plus que le Québec. Donc, Terre-Neuve est la province la plus syndiquée. Donc, ce n'est pas le Québec. Puis ensuite, est-ce que le Québec serait si exceptionnel? Oui, il y a un taux de syndicalisation plus élevé, il faut l'admettre, en particulier si on se compare avec nos voisins comme l'Ontario, qui, eux, ont un taux de syndicalisation particulièrement bas. Et c'est la même chose si on se compare à l'international. Je n'ai pas pris les graphiques de l'international, mais on se compare souvent aux États-Unis. Mais les États-Unis, vous savez, ils ont un taux de syndicalisation particulièrement bas par rapport à tous les pays de l'OCDE. Fait que se comparer avec les États-Unis, c'est se comparer avec les pires, avec les gens qui ont un taux de syndicalisation particulièrement bas. Même chose avec l'Ontario. En fait, le Québec, si vous regardez, se retrouve dans une zone de taux de syndicalisation élevé pour le Canada, mais où il y a 5 provinces qui se situent entre 31 et 37 % de taux de syndicalisation, donc qui ne sont pas très différentes les unes des autres, qui incluent l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, la Saskatchewan, donc des provinces des prairies, où on ne s'attendrait pas nécessairement à avoir un taux de syndicalisation élevé, mais qui ont un taux de syndicalisation tout à fait comparable au nôtre. Donc, dire « le Québec est une exception », c'est
incroyables, comme le fait l'Institut économique de Montréal, qui nous reproche d'avoir 90 % des grèves au Québec, ce qui est évidemment des chiffres truqués. On pourra en parler longtemps, mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Avançons. Ça pose aussi la question de est-ce que les syndicats nuisent à la productivité? Il faut expliquer un peu c'est quoi la productivité. La productivité, c'est l'argent qu'on fait à chaque heure de travail qu'on travaille. Est-ce qu'on produit plus de richesse quand on travaille ou pas? La thèse en arrière de dire que les syndicats nuisent à la productivité, c'est la suivante. Ça dit, bien, vous savez, les syndicats, ils défendent les travailleurs et les travailleuses. Ça veut dire que ces gens-là ont plus besoin de travailler fort. Donc, ils travaillent moins fort, ils produisent moins de richesse. En conséquence, ils nuisent à la productivité des entreprises. Vous qui êtes sur le plancher, vous savez que tout ça, c'est des racontars. Mais est-ce qu'on a la possibilité de le démontrer? Bien, en fait, oui. Parce que la productivité, ça, je pense que tout le monde, on va être d'accord ici, c'est pas juste causé par, n'est-ce pas, les gens qui travaillent, les travailleurs et les travailleuses. C'est causé par dans quel secteur industriel vous êtes. Je vous donne un exemple. Le coût, l'effet de productivité, la richesse créée par Hydro-Québec, par travailleur, c'est à peu près 250 $ par heure de travail. La richesse créée dans le secteur de la restauration, c'est à peu près 22-23 $ par heure de travail. La fille qui travaille dans un restaurant, là, puis qui passe ses journées, puis qui court partout, puis si elle mettait là, tous ses efforts du monde là, pour servir 12 clients en même temps, elle n'égalerait jamais, autant qu'elle veut travailler, l'heure de travail de quelqu'un à Hydro-Québec parce que son secteur industriel est moins productif que l'autre. Donc, si du jour au lendemain, tout le monde au Québec, on travaillait chez Hydro-Québec, bon, ce ne serait pas pire pour les salaires, mais si c'est ça qui nous arrivait, bien, on aurait un taux de productivité incroyable. Mais vous savez bien que le tissu industriel du Québec, ce n'est pas juste une entreprise, c'est plein d'entreprises. J'ai un collègue qui a fait la recherche suivante. Parce que le premier ministre, François Legault, nous dit « on est tellement moins compétitif que l'Ontario ». Il a dit « pourquoi? Hein? Pourquoi on est moins productif au Québec qu'en Ontario? » C'est à cause des syndicats. C'est parce qu'eux autres, ils ont moins de syndicats. Nous autres, on en a plus, fait qu'on est moins productif. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mon collègue a pris tous les travailleurs et les travailleuses québécoises, puis a décidé d'essayer de les transposer. Il a demandé à personne de déménager, là. Il a essayé de les transposer théoriquement dans le cadre industriel de l'Ontario, comme si on avait le même tissu industriel que l'Ontario. Qu'est-ce que montre son étude? Bien, il montre qu'en fait, la productivité des travailleurs et des travailleuses québécoises est supérieure à la productivité des travailleurs et des travailleuses en Ontario, et ce, depuis 2015. Donc, depuis 2015, les travailleurs et les travailleuses du Québec ont un plus haut taux de productivité que les Ontariens et les Ontariennes. Donc, ce n'est pas la question des travailleurs et des travailleuses, le bas taux de productivité au Québec. C'est la question des choix d'investissement industriel qu'on a faits. Et des fois, ce n'est pas nous qui les avons faits, hein? Ça peut tout à fait être une décision du gouvernement fédéral, par exemple, de dire que l'industrie automobile va être en Ontario. Bien, l'industrie automobile, elle est très, très productive, elle fait des gros rendements. Donc, évidemment, les travailleurs sont plus productifs. Mais ça, ce n'est pas les travailleurs qui ont décidé ça. Ce n'est pas nous autres au Québec, puis ce n'est pas les syndicats non plus qui ont dit où c'est qu'on investissait. Ah, si on nous demande notre avis, on a peut-être des idées, mais on ne nous demande jamais notre avis sur ces affaires-là. Allons voir justement si les syndicats nuisent à l'investissement. C'est quoi cette théorie-là? Cette théorie, c'est que, vous le savez, les syndicats travaillent pour que leurs travailleurs et leurs travailleuses aient des meilleurs salaires. Bien, ce qu'on nous répond, c'est de dire, si on donne des meilleurs salaires aux travailleurs et aux travailleuses, on ne peut pas mettre de l'argent dans l'investissement. Ça ne marche pas. Il faut soit donner de l'argent aux travailleurs, soit investir, soit construire des nouvelles usines, là, comme vous voyez dans cette magnifique photo. Donc, on a la question, est-ce qu'on nuit à l'investissement comme syndicat? Eh bien, en fait, quand on regarde l'évolution, si vous regardez la ligne orange, c'est l'évolution des investissements au Québec, vous voyez qu'elle reste relativement stable. Elle se situe, c'est l'axe de gauche, elle se situe entre 8 et 10 %.
Et de l'autre côté, le taux de syndicalisation, qui lui varie entre 37 et 35 %, c'est l'axe de droite, la ligne bleue. Bien, vous allez voir que le taux de syndicalisation fléchit jusqu'en 2018, puis commence à remonter après ça. Eh bien, étonnamment, c'est la même chose avec les investissements. Les investissements fléchissent tranquillement jusqu'en 2017 et commencent à remonter ensuite. En fait, beaucoup de chercheurs ont fait des recherches sur les taux d'investissement et le rapport au syndicalisme. Et en fait, ils voient qu'au niveau micro, dans les entreprises elles-mêmes, le syndicalisme encourage plutôt l'investissement. Pourquoi? Parce qu'au lieu, les syndicats ne veulent pas des baisses de salaire des travailleurs. Ça, c'est entendu, tout le monde est d'accord avec ça. Mais généralement, quand il y a un problème de développement de l'entreprise, la présence syndicale va faire qu'on suggère des transformations qui veulent voir la croissance de l'entreprise ou le retour de la croissance de l'entreprise plutôt qu'une réduction des effectifs. Évidemment, les syndicats protègent les jobs. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'on devrait peut-être plus investir en recherche et développement pour que l'entreprise grandisse puis que tout le monde en sorte gagnant. La présence des syndicats est en fait généralement positive pour l'investissement des entreprises. Mais voilà, au total, est-ce que les syndicats nuisent à la croissance économique du Québec? Hein? Bon, là, ici, j'ai représenté la croissance économique par une jolie plante qui croît. On pourrait avoir toute une critique, toute une réflexion sur les impacts écologiques de la croissance. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce que je veux aborder, c'est cette idée que parce qu'il y a beaucoup de syndicats au Québec, on aurait un taux de croissance plus faible. Hein? On serait moins dynamique économiquement. Et donc, on aurait besoin de réduire le pouvoir des syndicats pour pouvoir avoir plus de capacité productive, pour avoir une meilleure économie. Eh bien, en fait, c'est assez drôle. Si vous prenez les taux de croissance moyens de 1997 à 2023, fait que c'est pas des, c'est quand même sur un 25 ans, là. Si vous prenez sur 25 ans le taux moyen de croissance et le taux de syndicalisation moyen, vous retrouvez que la province qui a le plus haut taux de syndicalisation, Terre-Neuve, a également le plus haut taux de croissance. Et les 3 provinces qui ont les taux de syndicalisation les plus bas au Canada sont celles qui ont les plus basses croissances. Donc, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et l'Alberta. Le Québec, vous l'avez vu tantôt, a le deuxième plus haut taux de syndicalisation et se retrouve 5e en termes de croissance, un peu supérieur à la moyenne canadienne. Donc, nous dire que parce qu'il y a des syndicats au Québec, ça nuit à la croissance économique, bien, peut-être, mais il faut le démontrer au contraire de l'évidence. L'évidence, c'est quoi? Hein? La chose qui saute aux yeux tout de suite, c'est que, ben non seulement la présence syndicale ne nuit pas, mais on peut avoir une forte présence syndicale et un fort taux de croissance. Ça ne pose pas en soi de problème. Ce qui arrive à notre dernier argument, l'opacité et l'antidémocratisme des syndicats. Hein? C'est le gros argument du gouvernement en ce moment. Vous auriez des organisations opaques, vous auriez des organisations qui ne sont pas démocratiques, puis c'est pour ça qu'il faudrait que le gouvernement, par des lois, aille vous dire quoi faire quand vous vous rassemblez dans des assemblées comme aujourd'hui, aille vous dire comment ça devrait se passer, qu'est-ce que vous avez à faire, comme si vous n'étiez pas capable de vous en occuper tout seul. Bien, je me suis lancé, je suis politologue quand même, dans une comparaison en termes démocratiques, avec 3 espaces que pas mal de monde au Québec connaissent. Les gouvernements, tout le monde vote pour un gouvernement au Québec, tout le monde a en tout cas la possibilité de voter. Les entreprises, la plupart des gens travaillent dans une entreprise, dans une organisation, pour un employeur. Et les syndicats, on l'a vu, à peu près 36-37 % de chanceux ont accès à des syndicats. Bien. Comment tout ce monde-là est géré? Vous êtes 400 personnes aujourd'hui, vous prenez des décisions démocratiques. Ça veut dire, il y a 60 000 métallos à peu près au Québec. Ça veut dire que pour chaque personne, il y a 150 personnes représentées. Hein? 1 pour 150. C'est beaucoup de monde. Vous avez beaucoup d'amis, vraiment, si vous connaissez les 150 personnes que vous représentez aujourd'hui. Mais c'est quand même faisable de penser que tu peux connaître 150 personnes. Il y a quelque chose de démocratique là-dedans. Tu peux être en lien avec eux puis ramener leurs préoccupations sur le plancher de ton assemblée pour dire « voilà ce qu'on pense dans mon coin ».
Un conseil d'administration d'entreprise, là, 15, 20 personnes, 25 peut-être, ça prend toutes les grandes orientations de l'entreprise. Il vous appelle-tu pour vous demander ce que vous pensez? Il vous appelle-tu pour savoir si les grandes orientations, c'est vous autres qui vous êtes d'accord avec ou ça va dans le sens de ce que vous voulez? Ben non, ils prennent leur décision, puis après ça, bien, vous apprenez que la décision est prise, puis que maintenant, il faut l'appliquer. Le gouvernement, là, qui vous fait la leçon sur c'est quoi la démocratie dans la vie, là, je veux dire, le Conseil des ministres sont 32 en ce moment. 32 personnes pour représenter 9,1 millions d'habitants. Au mieux, quand ils votent des lois, sont 125 dans l'Assemblée nationale à Québec. 125 personnes pour 9,1 millions d'habitants, c'est 72 000 personnes que chacun et chacune d'entre eux représentent. Vous pouvez avoir bien des amis à 150 personnes, 72 000, c'est quand même tout un party, si vous les avez toutes dans la maison pour leur poser la question de quelle loi je devrais voter à l'Assemblée nationale. Même chose quand vous prenez des décisions importantes, comme d'aller faire grève. Ce n'est pas votre bon président qui décide ça tout seul, là. Ce n'est pas 2-3 délégués qui se rassemblent ensemble et qui décident ça. Vous demandez à tous vos membres de pouvoir s'exprimer sur la grève. Quand un employeur décide un congédiement ou une vague de mise à pied, là, fais-tu un grand sondage dans l'entreprise? Il demande-tu au monde c'est qui qu'on devrait mettre à pied? Non. Les ressources humaines puis le conseil d'administration prennent des décisions. S'ils font un lock-out, là, ils décident tout seuls. Ils ne décident pas du tout démocratiquement. S'il y a de la démocratisation à faire au Québec, mais pas du côté des syndicats et du côté des boss puis des entreprises. L'Assemblée nationale propose d'adopter une nouvelle constitution pour le Québec. Rien de moins. Une constitution. Ils vous ont-tu dit, on va se rassembler, toute la population ensemble, puis vous allez pouvoir faire un référendum pour décider ça va être quoi notre constitution? C'est quand même la loi qui décide de toutes les autres lois? Non. Ils ont décidé qu'ils décideraient ça ensemble, les 125. Puis encore, ce n'est pas les 125 qui vont voter pour, mais ils ont décidé que c'était suffisant. Le budget des syndicats est adopté dans leurs instances, comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, alors que le budget des entreprises est adopté par qui? Par les conseils d'administration. Encore un très petit nombre de personnes qui décident entre elles. Puis les entreprises rendent-tu leur budget public? Ils vous l'envoient-tu quand ils l'adoptent? Parle même pas public dans l'espace public. On pourrait dire qu'ils ont des concurrents, etc. Ils ne veulent pas montrer leurs affaires. Vous autres aussi, vous vivez dans un monde de compétition. Hein? Vous ne voulez peut-être pas montrer vos affaires publiquement, mais ça, bon, c'est une autre question. Mais non, les entreprises ne disent pas à leurs employés, voici notre budget de l'année, voici comment on va le dépenser. Ça reste entre les cadres. L'Assemblée nationale, elle, adopte son budget et nous le fait connaître. C'est normal, on paye tout pour ce budget-là. Toute la gang, on met de l'argent. Bien, c'est la même chose ici. Vous mettez tout de l'argent dans le budget, vous avez tous accès au budget, vous discutez du budget dans vos assemblées de la même façon. Donc, y a-t-il déficit démocratique au Québec? Bien sûr qu'il y a déficit démocratique au Québec. Mais la dernière place où regarder, c'est du côté des syndicats. Vous êtes un espace de démocratisation de la société. Vous n'êtes pas un espace antidémocratique. L'espace antidémocratique principal, c'est l'entreprise. C'est dans cet endroit-là qu'on n'a pas notre mot à dire. C'est dans cet endroit-là qu'on n'est pas consulté. Et allons maintenant sur les dépenses sociopolitiques des syndicats, donc les dépenses qui sont dites dans le projet de loi facultatives. Hein? En gros, là, le premier ministre vous dit, vous faites des dépenses pour négocier des conventions collectives, bien correct, vous pouvez continuer à faire ça, puis vous faites d'autres dépenses. Puis là, c'est bien, bien large, les autres dépenses. Puis ça, bien, ce n'est pas votre job. Fait que vous devriez demander à vos membres, encore là, il vient vous dire quoi faire, là. Il vient vous dire comment vous organiser. Comme si vous ne posiez pas de questions à vos membres, comme si vous vous réunissiez pas fréquemment, comme vous le faites aujourd'hui, pour discuter des enjeux. Non, il vient vous dire, vous devriez leur demander s'ils veulent faire ces dépenses facultatives. Évidemment, pour ceux et celles qui sont dans des syndicats depuis longtemps, vous savez que le lien entre les luttes qu'on fait pour des questions sociopolitiques et les conventions collectives, c'est inextricablement lié. Hein? Ça va ensemble, ça va main dans la main. Mais pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, j'ai fait un petit tableau, des rappels de ce qu'on a gagné collectivement, en partie, pas seulement,
mais en partie grâce aux syndicats et à leurs investissements. À l'international, partout dans le monde, on a gagné la fin de semaine, la journée de 8 heures. Le fait d'avoir des salaires minimums, vous négociez pas dans votre convention collective le salaire minimum établi au Québec. Hein? Le fait qu'il y en ait un salaire minimum, ça ne s'est pas gagné convention collective par convention collective, ça s'est gagné par des luttes sociales et positives. Même chose pour l'idée du temps supplémentaire payé, pour les pauses et les pauses de dîner. Juste pour le droit de grève. Le droit de grève, c'est une loi. Hein? Vous avez droit à la grève par la loi. Ce n'est pas dans chaque convention que c'est écrit cela. Là. Vous avez un droit à respecter. L'interdiction du travail des enfants. Ça non plus, ça ne se gagne pas dans une entreprise seulement. Il faut qu'on l'interdise partout. Sinon, évidemment, l'entreprise A, si elle a une convention collective qui l'interdit, bien, l'entreprise B, elle va embaucher les enfants puis elle va les payer moins cher, il n'y a pas de problème. Réglementation sur la santé et la sécurité au travail. Ça aussi, c'est des règles qu'il faut qu'ils soient nationales. Parce que les gens qui ne sont pas syndiqués, sinon, vont subir des conditions de travail immondes. Mais ça, c'est des gains que partout dans le monde, les syndicats ont fait. Mais au Québec, on en a fait encore plus, notamment parce qu'on a des syndicats actifs, pas seulement sur leur convention collective, mais sur un ensemble d'enjeux politiques. S'il n'y avait pas de syndicats tels qu'on les a au Québec, tels que la centrale dont vous faites partie, qui est la FTQ, on n'aurait pas d'assurance santé et médicaments au Québec. On n'aurait pas de régime de retraite publique. Tout ça, ça a été négocié par les syndicats avec le gouvernement. Même chose pour l'assurance parentale, les CPE, la gratuité scolaire au cégep et les bas frais de scolarité à l'université, les logements sociaux, la caisse de dépôt de placement. Les syndicats ont été au cœur de la négociation qui a mené à sa création. Toutes des affaires sur lesquelles le gouvernement se pète les bretelles pour nous dire que le Québec est extraordinaire, qu'on offre plein d'affaires, qu'on offre plein de services, etc. Bien, vous avez fait partie, comme organisation, de ce qui l'a rendu possible parce que vous avez des cotisations que vous gérez librement. Et c'est bien normal, c'est votre argent. C'est normal que vous le gériez comme vous voulez. Mais pourquoi il fait ça, François Legault? Pourquoi il vous attaque si tout ce que je viens de vous dire vous montre que les arguments ne tiennent pas la route? Donc, ce n'est pas pour ces arguments-là, c'est pour autre chose. La première raison de pourquoi il fait ça, c'est que ça va mal. Hein? Ces affaires ne vont pas très bien. Il est rentré aux dernières élections à 41 % de voix. Il est rendu à 15-17 %. Bon, il ne trouve pas ça drôle, on le comprend. Il y a une couple de scandales. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les médias. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. SA Click, Northvolt, Lion Électrique. Puis là, j'en ai nommé 3 parce qu'il y a quand même un espace limité sur une diapositive, mais vous savez que je pourrais en mettre un peu plus. Donc, ça ne va pas super bien de ce côté-là. Et là, il se dit, il faut que je fasse de quoi? Si on veut gagner la prochaine élection, qui arrive dans quelques mois, puis en politique, là, l'élection, vous pouvez considérer qu'elle est à peu près déclenchée dans les prochaines semaines. Donc, l'élection s'en vient. Qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, il y a quelque chose qui peut mobiliser. Il y a une augmentation des conflits de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'inflation. Ça donne du pouvoir aux travailleurs et aux travailleuses pour aller demander des meilleures conditions de travail. Donc, qu'est-ce que font les syndicats et les travailleurs et les travailleuses? Ils font l'affaire logique à faire. Ils vont demander des meilleures conditions de travail. Et, vous savez quoi? En général, ils les obtiennent. Donc, évidemment, ça cause du souci aux employeurs, aux alliés traditionnels de François Legault, mais ça peut aussi causer des désagréments dans la population. On l'a vu avec la grève de la STM. C'est normal. Une grève, ça sert à quoi dans la vie? Ça sert à déranger. Si ça ne dérange pas une grève, ça ne marche pas. Hein? Parce que si vous faites une grève, ce n'est pas une affaire de calinours, là. Hein? Ce n'est pas une affaire de se faire des mamours. C'est une affaire de dire ce qu'on veut puis obtenir un rapport de force pour pouvoir l'avoir. Fait que c'est sûr que ça dérange. Fait que François Legault, il dit, il y a du monde qui ne sont pas contents après les syndicats. Et il n'y a pas tort. Si vous regardez le dernier sondage léger qui date d'à peine quelques jours, le taux d'opinion sur les syndicats est à 54 % défavorable au Québec. Il y a 32 % de favorables. Moi, je ne trouve pas ça si pire que ça, somme toute. Mais 54 % pour un gars qui est à 17 % d'un sondage, c'est intéressant. Il y a bien du monde qui n'aime pas les syndicats qui pourrait dire « Ah, bien, je vais voter pour François Legault, il essaye de les mettre au pas. »
et 48 % qui pensent qu'ils ont trop de pouvoir. Hein? Il y a quelque chose à faire là. Alors, François Legault se dit, bien, on va pouvoir agir. Et vous voyez que quand les gens... Bon, ça, c'est le Journal de Montréal qui faisait ces infographies-là. Fait que vous voyez qu'il marque qu'il y a 44 % des gens qui ne comprennent pas le projet de loi, mais étonnamment, ils n'ont pas fait une barre pour montrer qu'ils sont plus nombreux que tous les autres. Mais passons sur ces choix du Journal de Montréal. Mais donc, vous avez quand même 40 % du monde qui sont en accord avec le projet de loi, à mon avis, sans en comprendre les tenants et aboutissants, parce que c'est bien trop compliqué pour le monde habituel de comprendre ce projet de loi-là, qui est très, très technique, puis qui parle de la gestion interne des syndicats. Mais qu'importe, juste l'idée qu'on fasse un projet de loi contre les syndicats, il y a plein de monde qui sont d'accord avec ça. Donc, François Legault, il se dit, bon deal pour moi politiquement, mais il se dit aussi, probablement un bon deal pour mes alliés du monde des affaires. Ici, je vous ai donné un tableau particulièrement parlant, je trouve, un graphique très clair sur le taux de syndicalisation aux États-Unis et le poids du 10 % le plus riche dans l'économie. Le 10 % le plus riche, c'est la ligne bleue. Vous voyez que quand le taux de syndicalisation rouge augmente à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la part des plus riches dans l'économie descend. Et quand le taux de syndicalisation commence à descendre, eh bien, leur taux de richesse, leur part de richesse commence à augmenter. Il y a du monde qui ont directement intérêt à ce que vous ayez moins de pouvoir, à ce que vous puissiez moins décider ce que vous faites avec votre argent, avec vos cotisations syndicales et avec votre capacité à vous mobiliser non seulement pour vos conditions de travail, mais aussi pour le reste de la population. Pourquoi? Tous les beaux gains que je vous ai montrés tantôt, là, toutes ces belles affaires-là, là, c'est financé par quoi? Par l'impôt. Qui paye l'impôt au Québec? Les plus riches, d'abord et avant tout. Donc, ils ont tout à fait intérêt, les gens qui possèdent des entreprises, à dire « Non, 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 pas trop de syndicats, pas trop de ces services-là, pas trop d'assurance maladie, pas trop de CPE, pas trop de ces bébelles-là, parce que ça va me coûter cher à moi. » Eh bien, ils ont bien raison de dire qu'il faut s'opposer à vous. Vous menacez directement leur enrichissement. Donc, il y a beaucoup de bonnes raisons pour François Legault pour faire ses lois. C'est juste pas les raisons qu'il vous dit à la TV. Comment on pourrait gagner? C'est quelques intuitions seulement. Puis je vous laisse avec ça parce qu'il me reste juste 2 minutes et demie. D'abord, il faut profiter du fait que l'adversaire est faible. La CAQ est en position de faiblesse en ce moment. Vous pouvez profiter de ça. À court terme, vous êtes déjà en train de le faire, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous pouvez faire toute une contestation technique de la loi, sur la faisabilité de cette loi-là, sur ses effets nocifs. Claire-André va venir vous en parler tantôt. C'est tout à fait possible. À moyen terme, on peut, à mon avis, coaliser les gens qui s'opposent à la CAQ. Et enfin, à long terme, on a besoin de contester le langage médiatique qui est utilisé pour parler des syndicats. J'y vais rapidement. Je vous le disais, le court terme, vous êtes en train de le faire. C'est très bien, mais je vous le dis d'emblée, vous n'allez pas gagner juste avec ça. Ce ne sera pas possible de gagner juste avec une contestation technique de la loi. Ils ne vous laisseront pas passer. Vous n'allez pas convaincre la CAQ que ce n'est pas une bonne loi. Peut-être vous pourrez gagner des aménagements. Tant mieux, c'est une bonne affaire. Mais vous ne les convaincrez pas de l'enlever. Je viens de vous l'expliquer. Pour eux, leur survie politique en dépend. Ils ne vont pas laisser ça aller, là. À moyen terme, on a besoin de se mobiliser. Je n'ai pas besoin de vous le dire parce que je suis sûr que vous en avez déjà parlé. Le 29 novembre, il y a une grosse manif. J'espère qu'on va être là, toute la gang. Mais le 29 novembre non plus, c'est pas assez, malheureusement. On a besoin de fédérer les mécontents. On a besoin de sortir de la longue liste d'épiceries de toutes les affaires pour lesquelles on est contre la CAQ, puis mettre ça en dessous d'un mot, d'un problème. Est-ce que c'est que le gouvernement est illégitime? Est-ce que c'est parce qu'il est corrompu? Est-ce que c'est parce qu'il fait du copinage? Est-ce que c'est parce qu'il est incompétent? Je ne sais pas. On ne va pas vous faire un plan de com ici à soir, là, mais on doit penser collectivement à un mot qui caractérise bien François Legault et qui nous permet d'identifier toute son incurie, toute son ignominie, et les gens vont nous appuyer. Et là, peut-être qu'il est possible qu'on change le récit qui est en train de se passer en 2026. Ce qui est en train de se passer, là, c'est qu'en 2026, François Legault
va perdre des élections, un autre parti va entrer au pouvoir. OK. L'autre récit possible, c'est en 2026, la population était tannée de François Legault et on l'a, permettez-moi l'expression, crissé dehors. Et ça, c'est donc organiser des grèves, des manifs, un ensemble de moyens de pression sur le gouvernement pour qu'il ne se sente plus légitime de gouverner normalement, c'est peut-être votre chance qu'il ne passe pas la loi qu'il veut passer. Vous avez peut-être là une chance, il lui reste une fenêtre très courte. Hein? Il faut qu'il adopte sa loi d'ici juin. Si vous réussissez à détourner son attention parce que vous êtes assez fâché sur plein d'autres enjeux et sur celui-là, bien, peut-être que vous êtes capable de le déconcentrer et de le faire autre chose, ou même de faire que le gouvernement se désiste et appelle des élections anticipées, parce que la situation n'est plus tenable. À mon avis, si vous voulez que ça marche, vos affaires, c'est votre chance. À long terme, je vous l'ai expliqué, vous n'êtes pas en train de vivre cette crise-là parce que c'est une intervention du Saint-Esprit qui a décidé qu'on attaquait les syndicats. C'est parce que ça fait des décennies qu'on vous tape sur la tête. Si vous voulez que ça arrête, il va falloir plus que des instituts de recherche progressistes comme celui dont je fais partie, l'IRIS, et plein d'autres, qu'il faut qu'ils continuent de faire leur bon travail, qu'il faut qu'ils soient financés, qu'il faut qu'ils existent. Tout ça est très bien, mais on a aujourd'hui les moyens de créer une autre voie dans l'espace public. Le système médiatique est complètement en train de s'effondrer. C'est un drame, mais c'est aussi une occasion d'avoir d'autres voies dans l'espace médiatique. Et si j'étais vous, je me dirais, on a peut-être la responsabilité d'avoir d'autres voix qui disent d'autres messages dans l'espace public et qui soutiennent nos organisations, nos luttes, notre vision du monde, pour qu'elle soit des fois entendue, puis qu'on ne soit pas toujours... Moi, là, je suis allé dans des panels à la TV pour défendre les positions des organisations comme la vôtre. Je suis toujours en face de 4-5 économistes, tous du même avis. Moi, je suis tout seul, puis là, je dis, ouais, bien, ça, c'est pas correct. Puis là, il y en a 4 autres qui parlent après ça. Ça, c'est pas exactement un débat juste et équitable. Hein? Et des débats justes et équitables dans les médias actuels, il n'y en aura pas. Il faut créer nos propres espaces où on diffuse notre propre discours. Nos adversaires politiques, ils l'ont fait. Puis savez-vous quoi? Ils gagnent. Fait que si on veut gagner, on a peut-être besoin de changer de stratégie. Donc, pour conclure, les attaques envers vous, comme membre d'un syndicat, ils ne sont pas appuyés par des faits. Elles ont simplement pour but d'améliorer, elles n'ont pas pour but d'améliorer la transparence, la démocratie, la croissance économique, puis toutes ces belles affaires-là qu'on vous dit. Elles sont plutôt le produit d'une campagne de longue haleine contre les syndicats. Ces attaques sont une tentative désespérée de François Legault, soit de remonter dans les sondages, ce qui me semble difficile comme objectif, mais peut-être, soit d'avoir aidé ses alliés en fin de parcours. On ne gagnera pas en mettant l'enjeu de la défense des syndicats au centre. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tout le monde tape sur les syndicats. On ne va pas gagner soudainement en quelques mois en disant « les syndicats, c'est vraiment nice ». Ça ne marchera pas. Mais on peut gagner en mobilisant plusieurs acteurs contre la CAQ et en causant sa chute ou sa paralysie avant qu'elle ne puisse agir. Je vous remercie. Moi, tu veux qu'on rentre? On reste là, puis moi, je m'en... OK, c'est bon. Alors, on a prévu une dizaine de minutes, questions, commentaires. J'imagine que ça doit susciter plusieurs choses dans votre tête. Je suis content, Simon, que tu as parlé de fédérer, parce que j'en ai parlé hier dans mon discours d'ouverture, puis je faisais une analogie avec la grève étudiante en 2012, où ils se battaient contre la hausse des frais de scolarité. Puis on s'est ramassé à un certain moment où il y avait plein de gens dans la rue qui n'étaient plus là pour les frais de scolarité. Pas en tout. Mais les gens, mais les associations étudiantes avaient réussi à fédérer toute la colère qu'il y avait envers ce gouvernement-là. Ben oui, puis la loi 78 à l'époque, la loi spéciale, avait fédéré tout le monde parce qu'on disait ça va m'enlever des droits démocratiques à moi. C'est pas juste un combat d'étudiants. Il faut faire la même chose cette fois-ci. Tu as tout à fait raison. Microphone numéro 2.
Oui, Isabelle Bournival, section locale 3953. Donc, très, très intéressant ta présentation puis ta façon de livrer le message. C'est accrocheur, donc chapeau pour ça. Je suis vraiment d'accord avec le fait qu'il va falloir travailler très fort pour contrer ces messages-là du gouvernement, puis tu sais, les partager. Et je pense que, comme tu as dit, c'est notre responsabilité à tous de multiplier, si on veut, là, tous les messages qui vont contrer le discours de la CAQ. Je trouve ça comme inquiétant, le portrait qui se dessine actuellement, parce qu'on s'en va vers le portrait des pays sous régime autoritaire, avec des antécédents de répression là, qui contrôlaient les syndicats, ou même à certains endroits qui ont réussi à les éliminer complètement, puis à éliminer les droits de grève complètement. Donc, comme exemple, je peux prendre l'Espagne, là, qui, en 1975, ont réussi à éliminer tous les syndicats, puis le droit de grève au complet. Donc, il a fallu le retour de la démocratie pour que ça se remette en place puis que ça se rebâtisse tranquillement. Je pense pas que c'est ça qu'on veut vivre au Québec. Fait qu'il va falloir vraiment être présent puis se tenir debout. Puis c'est pas juste notre direction, puis c'est pas juste quelques personnes qui vont pouvoir y arriver. Il faut pouvoir compter tout le monde les uns sur les autres, puis il va falloir être là quand on a besoin d'être là. Fait que voilà. Merci beaucoup pour ta présentation. Veux-tu réagir? J'ai pas grand-chose à ajouter à ce que la consoeur vient de dire. Je veux juste dire une chose. En ce moment, il y a plein de juristes, là, des constitutionnalistes, pas le monde le plus olé dans la vie, là, qui écrivent des lettres dans les journaux pour dire « c'est l'effritement de l'État de droit au Québec ». L'adoption de la Constitution que propose le gouvernement, c'est comme ça qu'il la qualifie. Fait que quand votre consoeur vous dit on s'en va vers des régimes autoritaires. On n'est pas là, on n'est pas rendu. Mais il y a des gestes qui sont posés, qui sont effectivement extrêmement inquiétants. Et s'occuper des syndicats, s'ingérer dans le travail des syndicats, ça fait partie d'effritement démocratique, ça fait partie de l'effritement du droit. Microphone numéro 1. Salut, Martin Laberge du local 3953. Salut Simone, belle présentation. Tu as dit d'entrée qu'on pouvait challenger ensemble, puis tout ça. On pourrait revenir avec les 125 députés, puis notre mode de scrutin, puis les élections, les syndicats, de tous les regrouper ensemble. On pourrait tester ça aussi, mais il y a un mot particulier. Ta fin est vraiment véridique. Moi, je fais du recrutement au syndicat des métallos. Je ne suis pas mécano. Si je fais de la mécanique pour vous autres puis je fais un changement d'huile, je risque de mettre de l'huile d'olive là-dedans. Pour moi, quand on dit au recrutement, le fruit est mûr, bien, c'est parce qu'il est mûr, puis il faut aller le récolter avant qu'il pourrisse. Puis je pense que la population du Québec est mûre pour sortir ce gouvernement-là, se servir de ce qu'on a, nous autres, à reprocher, puis, comme tu dis, d'englober tout le monde ce qui reproche à ce gouvernement-là, d'aller dans chaque région du Québec puis protester dans chaque région du Québec. C'est plus de 200 000 personnes qui vont se lever, c'est 2 millions de personnes qui vont dire « on te crise dehors ». Fait que moi, j'embarque là-dedans, Simon, puis c'est là-dedans, surtout là-dedans, confrère directeur l'a dit hier, les étudiants, là, à un moment donné, c'était plus juste les étudiants, il y avait de la grogne autour de ça, mais on le sent, ça, le fruit est mûr, puis je pense que c'est là qu'il faut aller. C'est pour ça que je suis debout devant le micro. Je ne suis pas un fervent du micro, mais je suis debout devant le micro pour qu'on avance, qu'on aille se battre. Merci. Bien d'accord. Commentaire, non, ça va? Microphone numéro 2. Guy Thibodeau, section locale 1138. Écoute, le gouvernement ingère des millions et des millions de dollars pour attirer des compagnies ici qui ne rapportent pas. Ils prennent l'argent puis ils l'envoient ailleurs. C'est comme, on ne fait pas pratiquement plus de deuxième transformation, on fait pratiquement même plus de première transformation. Fait qu'ils dépensent plus d'argent qu'ils en récoltent, puis après ça, ils disent que c'est nous autres qui gèrent mal notre affaire? Non. Moi, j'arrête pas de le dire, ça fait des années et des années que je dis à tout le monde alentour de moi que faut s'enligner, puis faut que le gouvernement fasse ce qu'il a à faire pour... Il y a d'autres pays qui le font. Tu veux venir faire affaire ici, correct, ben gars, faut que tu fasses partie de la roue. Faut que tu fasses de la deuxième transformation, faut que tu fasses part de choses. Bon, moi, je vais te bâtir une route pour t'en aller à ta mine, je vais la payer, toi, tu
tu vas prendre notre sol puis tu vas l'amener en Chine, c'est nous voler carrément, là. Fait que faut vraiment se mettre ensemble puis dire la vérité. Merci, Guy. Il y a un mot pour ça. C'est la politique industrielle. Le gouvernement du Québec, depuis la fin des années 90, a abandonné l'idée d'une politique industrielle. On a dit, on va laisser les entreprises faire ce qu'ils veulent, puis en plus, comme tu viens de dire, on va les financer. On va leur donner de l'argent. Fait que votre confrère a raison, là. On a besoin d'avoir au Québec une idée d'où ce qu'on s'en va économiquement. Ce n'est pas le sujet de ma présentation aujourd'hui, mais il a néanmoins totalement raison. Et je vous fais juste une petite parenthèse, puis c'est un argument un peu anecdotique, mais je pense que c'est pas mauvais de le sortir des fois. Le scandale SAQ-Clic, pensez-vous que la SAQ ne fait pas de vérification comptable? Elle fait des vérifications comptables. Elle a des auditeurs. Tout ce qu'ils vont vous demander, là, la SAQ, elle le faisait déjà. Ça a-tu empêché un scandale financier? Ça n'a rien empêché pantoute. Parce que les factures, elles étaient des factures. Les vérificateurs comptables voyaient que les factures avaient été transférées aux bonnes personnes. Tout allait bien. Le problème, c'est que c'était surfacturé. On chargeait trop cher. Ce n'est pas un vérificateur comptable qui va te signaler ça. Donc, quand ils vous disent « Faites faire des vérifications comptables, vous allez empêcher les problèmes dans vos syndicats », moi, je pense qu'ils exagèrent considérablement, la chance qu'il y ait des problèmes, puis deuxièmement, la solution qu'ils proposent, et qui va vous coûter cher par ailleurs, mais ça, bon, vous en parlerez tantôt, mais c'est sûr que des vérificateurs comptables, c'est pas gratuit. Hein? Microphone numéro 1. Oui, bonjour. Christian Chouinard, section locale 9344. Merci pour la présentation. Plus qu'on en parle, plus que ça nous outille. Moi, ça m'amène peut-être à une réflexion ou un commentaire, toute cette histoire-là. Évidemment, on parle du chef, on parle de François Legault, bien entendu. Jean Boulet, on peut dire qu'on le connaît tout à notre façon avec ce qu'il peut apporter, mais à quelque part, dans cette partie-là, c'est pas uniquement le seul avocat qui est dans ce parti-là. Moi, ce que je veux en venir dans le dernier mois, tu avais des bels exemples de ta présentation. Moi, quand le barreau décide de sortir pour démontrer qu'on rentre dans de la démocratie, de la contestation ou notre système actuel qui a été construit, bien, moi, je pense qu'au-delà, dans cette partie-là, il y en a d'autres, des juristes. On n'a rien qu'à penser à Sonia Lebel, qui était procureure de la Couronne, puis elle a fait quelque chose. Pourquoi cette personne-là, on ne la voit pas? Elle est quand même régie par le barreau, elle doit payer son barreau. Jolin Barrette, c'est un avocat. Comment ça que lui, on ne le force pas à prendre position, à parler et à dénoncer ou challenger son barreau ou son parti, ni plus ni moins? Il y en a sûrement d'autres à l'intérieur de tous les ministres et députés. Donc, peut-être eux autres aussi, il faudrait commencer à les amener sur la sellette puis revoir pour les challenger face à leurs propres armes, leurs propres outils, qui est le barreau en soi. Si ça serait l'inverse, tous les gens, mettons exemple, je vais prendre J. Hébert qui est chez nous, bien, si on aurait de l'abus de la gauche, bien, le barreau nous ramènerait à l'ordre, entre guillemets. En tout cas, j'ai hâte que ce jour-là arrive, qu'on en abuse. Merci, Wally One. Merci. Christian a raison, hein? Parce que le barreau du Québec, là, qui choisit de prendre position, c'est pas sa job, ça, dans la vie, prendre position politiquement, là. Hein? Dans la vie, eux autres, ils essaient de rester neutres puis de dire bon, ben on gère les avocats, puis on s'organise qu'ils fassent bien le job, puis etc. Ce qui est bien correct. Mais là, ils disent on n'a pas le choix de sortir dans l'espace public parce que ce gouvernement-là menace, effrite, comme je vous disais tantôt, la démocratie, notre système démocratique. Mais il faut prendre ça au sérieux. On peut pas juste se dire ah, c'est juste par jase. C'est le barreau du Québec qui fait exception à sa règle pour nous dire attention, il y a quelque chose qui se passe ici. Comme disait l'autre confrère tantôt, moi je pense qu'on est plusieurs à l'entendre au Québec, ce message-là, et qu'il faut réunir ces gens-là qui disent c'est assez parce que le fruit est mûr, puis ils peuvent se mobiliser puis faire quelque chose. Microphone numéro 2. Bonjour, Céline Cardani de la section locale 91-53. Premièrement, merci pour l'explication. Je peux conclure qu'est-ce qu'elle fait Legault en 4 mots.
contre les syndicats et les immigrants, c'est la danse du coq abattu. C'est tout. Merci. Merci. Merci beaucoup. Microphone numéro 1. Bonjour, Martin du Sablon, 92-38. Ça fait 2 ans que je vais tout le temps aux manifs. À chaque fois que Dan m'appelle, je vais. Puis on est toujours beaucoup du syndicat des métallos, mais une dizaine. Tu sais, ce serait le fun qu'à partir du 29, on soit à 6 000. Tu sais, qu'on arrête de radoter puis qu'on se lève debout puis qu'on se tienne debout. J'ai failli me faire arrêter à la manif contre la loi 89. Puis j'avais le gros Stéphane Cantan à côté de moi. Puis il m'a protégé, puis sinon je me faisais arrêter. Mais Chris, on serait 1000, là, on ne reculera plus. Fait que, solidarité tout le monde. Merci. On se tient debout. Donc, vous avez entendu le message, ça prend 1000 Stéphane Quentin pour protéger monsieur ici, le confrère. On a besoin. Allez l'appuyer. Fait qu'il faut prendre les 3 dernières interventions pour le microphone numéro 2. Oui, bonjour, Samuel Thibault, local 6486. Merci pour la présentation, Simon. L'information que tu nous as communiquée aujourd'hui, je pense que c'est une information qui est riche. Ça nous permet de construire un matériel de mobilisation auprès de nos membres. Puis je me demandais, parce que j'ai vu au cours de ta présentation, plusieurs personnes prendre en photo tes diapositives. Est-ce que cette information-là va être rendue disponible pour nos membres, pour qu'on puisse, nous autres, construire du matériel de mobilisation avec ça, construire un discours qui va nous permettre d'avoir un contre-argument vraiment concret puis bien bâti. Puis c'est comme ça, je pense qu'on va réussir à aller chercher nos gens, à ramener notre entourage, à ramener nos membres, nos amis, notre famille, dans un discours qui va peut-être être progressivement pro-syndicaliste. Puis c'est comme ça qu'avec des événements comme le 29, ce qui s'en vient, on va être capable de bâtir un momentum puis peut-être renverser la vapeur, oui, politique, mais aussi sur la visibilité du mouvement syndical. Non seulement les diapositives que vous avez vues là vont être disponibles, mais aujourd'hui, je peux vous annoncer, puis c'est peut-être même déjà fait, que sur le site web de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, vous allez avoir un billet de blog par semaine sur le syndicalisme et sur les bienfaits du syndicalisme. Et bien, les 3-4 premiers vont être écrits par moi parce que je les ai écrits en préparant la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous allez avoir bien plus de détails puis bien plus d'arguments dans ces documents-là pour vous appuyer dans vos luttes. Et c'est le travail de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, c'est de vous fournir des munitions quand vous partez au combat. Super. Puis j'encourage tout le monde aussi à utiliser ce matériel-là qui va être mis à notre disposition. Merci. Merci. Microphone numéro 2. Vincent Boilly, 89-22. Merci, Simon. D'ailleurs, je viens de t'ajouter sur ma page de te suivre sur Facebook. Je ne te connaissais pas, mais je vais continuer de regarder ce que tu crées. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, ce que je retiens, là, puis je pense effectivement, ça fait longtemps qu'on en parle là, dans le syndicalisme. J'ai commencé, puis j'étais dans le comité jeune, puis on parlait de médias, on parlait de comment être dans l'opinion publique, puis d'avoir une TV de gauche ou d'une radio de gauche, puis le message de la gauche passe à un moment donné. La gauche est tout le temps dépeinte comme étant des pelleteux de nuages, des gens qui ne savent pas gérer l'économie, des gens qui vont nous appauvrir collectivement. Mais c'est le contraire. On le voit dans toutes les recherches. Puis c'est un peu ça, la pauvreté intellectuelle de la droite. Je vais dire que c'est calculé, c'est pensé comme ça, des Trump ou des gens comme Legault qui vont prémâcher le message pour qu'après ça soit facile à avaler par la population, puis dire que les syndicats, c'est mauvais. Bien, c'est parce qu'ils se sont basés sur une petite affaire anecdotique pour être capable, après ça, de diffuser un grand message at large. Tu sais, avant, là, on disait que c'était les Noirs. Là, aujourd'hui, c'est les Arabes. On met tout ça dans un gros melting pot. Tu sais, les jokes de blonde, là, c'est fini. Ces choses-là qu'on met plus gros que nature, avec des anecdotes. Tu sais, l'histoire des gens qui font des prières de rue, bien, c'est des gens en avant de McGill parce qu'ils veulent sauver la Palestine puis dire « Hey, il y a de quoi qui se passe là-bas qui n'est pas correct. » C'est une manifestation. C'est pas une prière de rue pour dire on va prendre la rue. Mais c'est toutes des anecdotes comme ça. C'est plus facile pour des gens comme ça de prémâcher un message puis de le faire avaler à la population qu'après ça, nous autres, le défendre puis dire non, c'est ça qui s'est passé. Puis là, ben, je t'apporte les faits puis il faut faire des recherches. C'est beaucoup plus long de défaire un mensonge que de le dire. Fait que comment qu'on fait collectivement pour éviter cette paresse intellectuelle-là,
puis de passer le message. On n'a pas le choix, il faut y aller dans les médias, il faut expliquer, puis il faut que le message se répète. Tu sais, la tactique de Trump à répéter tout le temps le même mensonge jusqu'à temps que ça devienne une vérité, bien, ça fait son effet, puis ça ne va pas dans mes valeurs. Je veux pas qu'on fasse ça, nous autres non plus, avec nos médias de gauche. Je veux qu'on soit basé sur la vérité, sur des recherches sur la science, puis qu'on avance avec ça. Mais je pense qu'éventuellement, puis ça, bien, tu sais, j'ai pas la solution à tout non plus, mais collectivement, dans nos organisations syndicales, il va falloir éventuellement se penser à un système médiatique public, puis qui va passer nos messages. On ne peut pas se fier à... Tu sais, même si j'aime ça, le 98.5, puis des fois, je trouve que le débat, il est bien nuancé, puis il va chercher les deux côtés, bien, il y a des chroniqueurs quand même qui sont là, puis eux autres, c'est pas mal plus vers la droite, tu sais. Il y en a, mais à Québec, on n'a pas ce réseau-là. Tu sais, et les médias de Québec, j'écoute ça, je change le poste, je viens en calice. Mais on n'a pas, ce réseau-là, ailleurs que plus Montréal. Puis on le voit, là, les partis politiques sont élus de gauche, sont beaucoup plus à Montréal qu'ils le sont dans le restant du Québec. Puis là, bien, je ne veux pas pelleter sur le PQ, mais je trouve que de ce temps-ci, ils vont pas mal plus à droite que ce que j'aimerais ça qu'ils soient pour mon Québec. Bref, merci pour la distribution. Je n'ai pas vraiment de position, de solution à donner, mais c'est général. C'est effectivement quelque chose qu'il va falloir se réfléchir collectivement là, pour comment est-ce qu'on se donne les moyens d'être dans les médias puis de rentrer dans les maisons des gens. Oui, le porte-à-porte, puis je pense qu'une mobilisation, puis quand les gens viennent aux assemblées, on est capable de le faire. Mais après ça, dans le tous les jours, à la radio, quand que le monde ils vont travailler, puis c'est quoi le message qui est diffusé à large, ça, il faut le changer parce que sinon, on s'en va dans le mur. Merci, Vincent. Merci, Vincent. Tu as entièrement raison. Puis c'est sûr qu'on peut faire un gros travail avec les gens qui sont proches de nous. Puis on peut contrer certains stéréotypes, certains préjugés, certaines idées dont je vous ai parlé. Mais ça ne marchera pas. Ça ne fera pas un changement social. Ça ne fera pas un changement des mentalités tant qu'on n'aura pas des outils à la hauteur de ce que les gens qui racontent les mensonges ont. Hein? Ça ne marche pas, là. C'est évident que s'ils ont plus de porte-voix, s'ils ont plus de mégaphones, s'ils ont plus de capacité de s'exprimer, on va les entendre plus, puis le monde va plus croire ce qu'ils racontent. Fait qu'à un moment donné, il faut se demander de quels outils on se dote. Je pense que votre confrère a tout à fait raison. Microphone numéro 2. Pascal Wagnon, délégué de la section locale 9153. Merci pour ta présentation, très inspirant. J'ai vu que tu avais fait 2 livres, fait que je vais me faire un petit cadeau à Noël, je vais prendre le temps de les acheter puis de les consulter. Dans ta présentation, tu as parlé, on est en attaque, là, on dit qu'on n'est pas démocratique, les syndicats ne sont pas démocratiques, et ainsi de suite. Dans ta présentation, tu as dit au gouvernement, ils sont 129 à décider. 125. Ouais. 125? Mais en réalité, ils ne sont pas 125 parce que c'est le parti qui... les dernières lois, ça a été le bâillon, donc 97 à peu près là, dans ces coins-là. Mais encore pire que ça, là, parce qu'avec les dernières lois qui ont été passées, là, c'est à peu près une dizaine de personnes qui ont décidé. Tu sais, quand il est sorti avec sa loi là, pour les médecins, là, les députés dans nos régions n'étaient même pas capables de l'expliquer. Il fallait que Dubé passe à eux autres pour aller leur expliquer c'était quoi. Mais ils ont déjà voté là-dessus, tabarnak, ça n'a quand même pas de sens, là. C'est ça qui nous gouverne. Là. Fait que c'est un gouvernement qui est très autoritaire. Il faut sortir de cette dérive-là. Oui, ils veulent faire diversion là, des fameux scandales qu'il y a eu, ça clique, Nordvolt, mais il y en a un autre scandale qui se fait présentement là, avec l'informatique là, de la médecine. Là. On a hâte de voir les chiffres qui vont sortir de là. Parce que là, présentement, c'est 1 milliard là, qui a été détourné là, avec ce gouvernement-là. 1 milliard, là, c'est 2500 maisons à 400 000 par maison. Là. On a du monde sans abri, on cherche des logements. On a du bois, on a de la forêt. Bien, tabarnak, il y a le premier ministre qui va dire les travailleurs de la forêt, on va en perdre 50 %. C'est tout ce qu'a été capable de dire notre gouvernement, notre leader. Là. Franchement, ça manque de vision. Moi, je le compare là, à... Il y en a un ministre qui a passé dans le Québec qui a marqué l'imaginaire, là, pas positivement. Moi, je n'étais pas au monde, c'est Duplessis. Hein? Il est sorti, c'était la grande noirceur. Bien, Legault, comparons-le à Duplessis. Au lieu d'être la grande noirceur, ça va être le grand recul. Travaillons sur son estime. Merci. Bien, merci tout le monde. Merci pour vos commentaires. Évidemment, aujourd'hui, vous avez dit qu'on met la table, fait qu'on va continuer à marteler le message puis à s'assurer d'une grande mobilisation. Puis, tu sais, tantôt, Daniel Mallette et puis Isabelle travaillent ardemment pour avoir du monde à la manif du 29.
Moi, je me permets de rêver à 100 000 personnes.